Mesdames, Messieurs, nous reprenons nos travaux. Je voudrais, si vous permettez, faire une petite mise au point. En effet, la coordonnatrice de la commission d'enquête, Madame Sébarem, m'a mentionné qu'elle a reçu ce matin quelques messages qui l'informaient de certaines limitations dans la réception de la traduction simultanée et également dans les possibilités d'intervention, et ce, essentiellement dans les territoires conventionnés, possiblement en raison de la faible capacité du réseau. Nous tenons à vous informer que dans le court échéancier qui nous était imparti, nous avons tout mis en œuvre pour pouvoir procéder le plus efficacement possible sur l'ensemble du territoire québécois. Nous avons cependant constaté nous-mêmes la présence de certaines difficultés. Nous devons donc composer avec et nous vous remercions d'être indulgents. Nous voulons également vous rassurer que l'atelier d'aujourd'hui pour les participants des territoires conventionnés vise surtout à mettre la table pour les consultations spécifiques qui devraient être tenues de façon conjointe au début du mois de juin. Toute information que vous auriez souhaité partager avec nous aujourd'hui et que la technologie n'aura pas permis pourra bien sûr être partagée à l'occasion de ces consultations. Je vous remercie d'ores et déjà de votre compréhension et sans plus tarder, nous allons amorcer nos travaux avec la présentation de la prochaine question. Monsieur Perrault. Monsieur Perrault, si vous voulez la lire à haute voix, s'il vous plaît. Oui, voilà. Pour la question 4, quelles sont les initiatives de gestion des matières résiduelles actuellement en cours en milieu isolé, éloigné et nordique? Semblent-elles porteuses? Quelles sont celles qui ne sont pas concluantes? Est-ce qu'il y a des projets R&D et des collaborations avec d'autres juridictions ayant des réalités similaires pour les approches et technologies gagnantes? So for the fourth question, what are the waste management initiatives currently underway in isolated, remote, and northern areas? Are they promising? Which one are not? Are there any R&D projects or collaborative initiatives with similar jurisdictions aimed at developing or sharing the best waste management practices and technologies? Très bien. Alors, Madame Myriam Blais. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Je voulais simplement parler peut-être un petit peu d'un projet pilote que nous travaillons avec les gens de Coudjouac et l'ARC, dans le fond, l'administration régionale Kativik et d'autres partenaires. Un projet pilote d'incinérateur de matières résiduelles à Coudjouac. Dans le fond, ça remonte à 2017 quand le plan économique du Québec a alloué 5 millions à la Société du Plan Nord pour la mise en place d'un projet pilote de serre chauffée aux matières résiduelles. Et de là, on a développé tranquillement le projet pour se rendre compte que les gens de Coudjouac souhaitaient traiter pas juste une petite partie de leurs matières résiduelles, mais il y avait des problèmes avec dans le fond, toutes les matières résiduelles. Et donc, on s'est mis à chercher des solutions pour l'ensemble des matières. On a regardé à différents endroits là, dans le monde pour se rendre compte que là, j'ai un blanc pour Greenland. Greenland, en français, c'est quoi, non? Le Groenland. Oui, c'est ça, merci. Le Groenland, m'excuse. Donc, on a trouvé qu'au Groenland, c'était l'endroit dans le monde qui s'approchait le plus de Coudjouac. Donc, il s'agit aussi de villages isolés au Groenland. Ils sont isolés aussi, on les rejoint seulement par la mer. Et ce sont des villages inuits. Et là-bas, ils ont des incinérateurs de matières résiduelles et ce sont des incinérateurs avec récupération de chaleur pour la plupart. Et ils ont des réseaux de chaleur pour chauffer les maisons. Ils ont aussi, comme au Nunavik, ils n'ont pas de réseau hydroélectrique, donc ils ont des centrales thermiques
pour générer l'électricité, comme on a aussi au Nunavik. Donc, Hydro-Québec a un réseau là, d'électricité, mais avec des centrales thermiques. Donc, ils récupèrent la chaleur des centrales thermiques et la chaleur des incinérateurs et ils chauffent des maisons avec cette chaleur qui est récupérée là. Et donc, ça nous a inspiré beaucoup et on a donc donné un mandat à Ramboll, qui est une firme danoise de qui relève le Groenland, qu'ils avaient déjà fait la conception de ces incinérateurs-là pour venir à Kuujjuaq. Donc, ils sont venus une semaine à Kuujjuaq, ils ont fait le tour un peu de toutes les installations qui pourraient être chauffées, notamment, ils ont regardé aussi le site d'enfouissement, le brûlage. On a parlé avec Makivik, on a parlé à différentes personnes quand ils sont venus. Ils ont fait un rapport, donc une étude de préfaisabilité dans laquelle ils suggèrent un incinérateur qui est sous le modèle de ceux qu'ils ont au Groenland, là. Donc, un incinérateur qui fonctionnerait en continu et non pas par batch. C'est important en continu pour être capable de récupérer la chaleur et que ça ne demande pas plus de chaleur que ce que ça produit, là. Donc, en continu, ça permet d'avoir une chaleur constante. Ça suppose, par contre, une opération 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, une opération, quand même, il y a un gros enjeu là de main-d'œuvre. On a quand même vu là, des vidéos où ce sont des Inuits là-bas au Groenland qui gèrent vraiment ces incinérateurs-là. Donc, ils ont un peu comme l'incinérateur de Québec, il y a comme une salle de commande et ils commandent les machines à distance là, avec, ce sont pas, en tout cas, c'est quand même bien fait. Et là, dans le fond, où on en est, nous, on essaie de lever le financement pour l'infrastructure. Il y a quand même, c'est quand même très cher, comme ça a été mentionné plus tôt ce matin. Par contre, il y a quand même des programmes d'aide au fédéral, au Québec, qui pourraient potentiellement arriver à monter le financement pour l'infrastructure. Maintenant, l'opération de cet incinérateur-là, c'est notre gros enjeu pour l'instant, c'est qu'on n'arrive pas à trouver comment financer l'opération. Évidemment, quand on part d'une situation où c'est un brûlage à ciel ouvert, ça demande quand même très peu de main-d'œuvre, très peu d'équipement, je vous dirais. Et là, on s'en va vers une solution où ça prend quand même plusieurs employés. Donc, ça crée de l'emploi, mais il faut quand même payer ces gens-là. Et là, c'est là qu'on a un petit peu plus de difficulté à trouver comment on pourrait, où trouver l'argent pour payer l'opération de l'incinérateur. Et on travaille également, c'est ça, donc à voir comment on pourrait faire ça. Et il y a des différents endroits qui ont été mentionnés par Ramboll où pourrait être situé l'incinérateur dans le village de Kuujjuaq. Il faut quand même que ça soit un lieu assez haut pour que les émissions partent dans le bon sens, avec une cheminée aussi. En même temps, cet incinérateur-là, de la manière que nous, on le voit, puis on travaille avec les gens du ministère de l'Environnement, il répondrait là, à toutes les exigences actuelles là, du ministère. Et par contre, il faut que ça soit quand même assez gros. Kuujjuaq, c'est 3000 habitants. Donc, c'est à peu près, malheureusement, selon la taille là, des villages, bien, ça serait le seul où on pourrait avoir un incinérateur qui récupère la chaleur. Les autres ne pourraient pas avoir une récupération de chaleur. Ils pourraient seulement incinérer. Merci, madame. Dites-moi, quel est le tonnage de matière résiduelle annuelle? C'est à peu près 1 tonne par habitant, donc c'est à peu près 3000 tonnes par année. C'est une règle du pouce là, rapide. Là. On a fait faire une caractérisation des matières résiduelles aussi. Je ne vous ai pas mentionné ça au départ. Là, avant de partir tout ça, on a fait faire une caractérisation par Stantec et ils arrivaient donc quand même, parce qu'on voulait voir est-ce qu'il y a des matières qui nous permettraient quand même de générer de la chaleur. Là, parce que l'idée, c'était vraiment de récupérer la chaleur puis de chauffer des bâtiments. Donc, la réponse était oui. Et là, j'ai le chiffre, je pourrais vous le redonner plus tard, mais il y a un chiffre exact de tonnage, mais là, je ne l'ai pas
en tête, mais c'est à peu près une tonne par habitant. C'est ça le facteur limitant pour lequel les autres villages, autres que Coudjouac, ne peuvent pas avoir un récupérateur de chaleur? C'est ça, parce que ça prend un certain tonnage pour arriver à faire une récupération de chaleur. Il y a Wemengee. Wemengee, c'est un village cri, une communauté cri, qui a un incinérateur. On est allé le visiter avec justement certaines personnes de Coudjouac. On est allé visiter l'incinérateur et lui, il ne récupère pas la chaleur. À Wemengee, il fait juste brûler les matières, mais ça fait en sorte que ça réduit le volume de matière. Puis après, quand t'enfouis, ben, ça permet de faire durer plus longtemps le lieu d'enfouissement en milieu nordique. Puis ça permet aussi de mieux contrôler les émissions atmosphériques, les émissions polluantes. Justement, vous venez de toucher un point que je voulais aborder avec vous. Vous avez indiqué que le ministère de l'Environnement travaille avec vous ou suit le dossier à tout le moins. Qu'est-ce qu'il y en est des émissions atmosphériques reliées à l'incinérateur? Ben, je n'ai pas de données comme telles, mais il y a des incinérateurs qui existent déjà au Québec. Il y en a un à Québec, il y en a un à Lévis. Et ces incinérateurs-là de matières résiduelles doivent respecter les normes en vigueur. Et de la manière qu'on travaille le projet de Coudjouac, qui respecterait les mêmes normes. Donc, c'est des normes sur les dioxines, comme Véronique parlait tantôt, les furanes. Il y a des normes sur les particules, etc. Donc, tout ça, dans le fond, c'est des épurateurs, là, des équipements qu'on ajoute de plus pour venir respecter les normes en vigueur. Et on a vu quand même que les incinérateurs au Québec datent d'un autre temps, qu'il y avait aussi de temps en temps des dépassements de normes. Je voulais savoir, évidemment, vous vous enlignez pour un incinérateur d'une technologie très récente. Est-ce que vous avez eu des démonstrations? Je pense que vous avez eu des expertises danoises qui sont venues chez vous. Est-ce que vous avez eu des démonstrations à l'effet que ces incinérateurs avaient un niveau d'émission extrêmement bas? Oui, en fait, ils nous ont montré des photos. Ils disaient que c'était pratiquement juste de la vapeur d'eau à la fin, là, quand ça sort de la cheminée, là. Donc, c'est effectivement très bon. Puis tout ce qui est... il y a deux sortes de cendres, là. Il y a des cendres qui sont comme plus contaminées. Les cendres contaminées, dans le fond, les contaminants, ils ne se retrouvent plus dans l'air, mais dans les cendres. Et ces cendres-là deviennent une matière dangereuse. On doit les ensacher, les conserver, entreposer, pour Coudjouac en tout cas, et les retourner par bateau dans le sud pour qu'ils soient disposés de manière respectueuse de l'environnement. Donc, dans le fond, tous les polluants, au lieu de se retrouver dans l'air, ils se retrouvent dans les cendres, puis après, on peut en disposer de manière... Autrement dit, il n'y a pas de cendres volantes, là. Vous allez toutes les récupérer. Mais est-ce que ces cendres-là peuvent être enfouies dans des lieux d'enfouissement? Bien, il y a deux sortes de cendres, c'est ça. Il y a les cendres qu'on peut enfouir dans un lieu d'enfouissement et il y a les autres cendres qui sont contaminées et qu'elles doivent être disposées dans un lieu sécurisé. Je ne me rappelle plus c'est quoi les termes, là, mais donc dans un lieu différent là, parce qu'ils ont des contaminants à l'intérieur. Et combien de personnes, vous avez fait référence au financement opérationnel, combien de personnes ça prendrait pour faire fonctionner l'incinérateur pendant 7 jours et donc 24 heures par jour? C'est 5 personnes. Donc 5 personnes sur une base annuelle. Oui. Selon ce qu'on a comme information jusqu'à maintenant. OK. Donc, tout va bien, si je comprends bien, jusqu'à maintenant, sauf pour la question du financement opérationnel. Donc, ça serait quoi les prochaines étapes? Bien, c'est ça. Il faut faut dénouer cette impasse-là parce que le maire de Coudjouac, qui avec raison ne veut pas poursuivre s'il n'a pas sécurisé les frais d'opération. Parce qu'on aura beau avoir un super bel incinérateur, si lui n'est pas en mesure de payer l'opération de l'incinérateur, ça ne sert à rien. Donc, première étape,
là où on est rendu, il faut sécuriser les coûts d'opération. Et on a fait des demandes au MAMACH. Pour l'instant, c'est plutôt négatif. Donc, c'est vraiment ça qu'on doit trouver comment on peut faire. Parce que, comme vous le savez, c'est très rare des subventions récurrentes. Hein. La plupart du temps, les subventions au gouvernement que le gouvernement donne, c'est toujours, c'est pas récurrent. Ponctuel. C'est ça, ponctuel, exactement, merci. Donc, c'est là que c'est plus difficile de trouver ça. Quelle est la durée de vie de l'incinérateur? On avait dit 30 ans minimum. C'est peut-être, c'est comme un minimum. En tout cas, nous, nos bases de calcul, on les a faites pour 30 ans. Donc, Monsieur Renaud? Vous avez parlé, Mme Blais, d'une étude de préfaisabilité. Est-ce que c'est possible de la déposer ou c'est un document qui peut pas être rendu public? Moi, je vais m'informer. Puis je vais vous revenir. C'est sûr que nous, on l'avait faite pour les gens de Coudjouac. Je pense que si eux, ils n'y voient pas d'inconvénient, ça pourrait être... Un incinérateur, alors je comprends que la caractérisation, là, on parle à Coudjouac d'environ 3000 tonnes par année de déchets. Est-ce que vous avez pris en compte, est-ce que Stantec, qui a fait l'étude de la caractérisation, a pris en compte le fait que avec la responsabilité élargie des producteurs, là, il pourrait y avoir des matières recyclables qui seraient retirées du circuit, là, qui n'iraient plus nécessairement à l'enfouissement. Je ne sais pas comment ça va s'opérationnaliser, mais la responsabilité élargie des producteurs fait que les producteurs ont la responsabilité de recycler, donc ils devraient transporter les déchets recyclables vers le sud. À ce moment-là, ça réduirait la quantité de déchets. Est-ce que Stantec a tenu compte de ces éléments-là dans sa caractérisation? Ben, oui et non, dans le sens qu'on a quand même les volumes, les quantités par type de matière. Donc, on pourrait très bien extraire, si on dit par exemple qu'il y a un type de plastique qui est maintenant, qui retourne maintenant dans le sud, bien, on pourrait l'extraire des données. Donc, on serait capable de faire ça. C'est sûr que quand on a fait toute cette réflexion-là, on a eu quand même des discussions avec beaucoup de personnes. Par exemple, tout le papier, carton, d'entreposer ça, puis le recyclage, c'est pas évident. On en a parlé ce matin. Là, il y a toutes sortes d'enjeux au recyclage dans le Nord. Le transport, ça en est un, mais il y a aussi l'entreposage de la matière parce que pendant tout l'hiver, il faut que tu entreposes cette matière-là avant de la retourner dans le sud. Il faut que tu fasses des ballots. Il ne faut pas que la matière, en tout cas, se détériore parce que si elle se détériore, elle a encore moins de valeur une fois qu'elle est rendue. En fait, elle n'aura plus du tout de valeur quand elle est rendue dans le sud. Donc, il y a beaucoup d'embûches. Ce qu'on a regardé peut-être plus, c'était à valoriser sur place. Donc, mettons ce qui ne brûle pas comme le métal, le verre, comment on peut faire pour l'enlever, parce qu'il faut l'enlever quand même, puis comment on pourrait le valoriser ensuite sur place, là. Bien, surtout le verre, le métal, c'est difficile. Le métal, va falloir que ça continue d'accumuler malheureusement dans la quantité astronomique de métal qu'ils ont déjà. Une fois que le problème de l'opération comme telle, si ce problème-là était résolu, on parle de quoi comme échéancier? Combien ça prend de temps là, à partir du moment où on dit, OK, on est capable de supporter les coûts d'opération? C'est quoi l'échéancier pour l'implantation d'un incinérateur comme ça? Je vous dirais qu'on a encore 2 ans d'études parce qu'il faut quand même faire le tour comme il faut de la question là, au niveau des études environnementales, par exemple, études d'impact environnemental. Il faut faire ça. Il faut regarder aussi, il faut faire attention pour la localisation de l'incinérateur par rapport à l'aéroport. Il y a beaucoup de choses qui sont à analyser encore. Et ensuite, là, on pourrait commencer. Donc, moi, je vous dirais 2 ans d'études avec les plans et devis, sans doute. Et ensuite, on pourrait procéder à la construction là, par après. Et
Avez-vous une idée des coûts de revient par tonne de déchets, là, si on considère l'ensemble des coûts, là, les coûts d'investissement, les coûts d'opération sur une période de 30 ans? Là, vous avez fait une analyse sur une période de 30 ans. On parle de combien de coûts d'élimination par tonne de déchets? Ouais, on n'a pas. Il faudrait que je regarde plus attentivement cet aspect-là. Nous, ce qu'on essayait de faire, c'est une rentabilité. Donc, on essayait de voir comment le projet pourrait être rentable en payant l'infrastructure. Puis, est-ce que le projet, par la vente de chaleur, parce qu'il y a toujours, il y a le réseau de chaleur qui vient avec, il y a une vente de chaleur qui serait faite à ce moment-là. Est-ce qu'on est capable de rentabiliser le projet? Puis, malheureusement, avec la chaleur seulement de l'incinérateur, on n'arrive pas à rentabiliser malgré le fait qu'on vend de la chaleur. C'est pas autonome financièrement, là. Donc, parce qu'on essaie de voir est-ce qu'on peut payer les employés à même les revenus de vente de chaleur. Mais non, on n'est pas capable, il en manque encore. Est-ce qu'il y a eu une étude de fait par rapport à tous ces coûts-là? Comment un document que vous pourriez nous déposer pour qu'on puisse voir là, tout le, je dirais, le portrait économique d'une telle installation, là? Je vous dirais que ça, c'est plutôt un effort maison qu'on a fait, donc c'est très préliminaire, là. Je pense pas que ça serait, il faudrait le faire, peut-être aller un peu plus loin puis faire intervenir une firme ou quelque chose comme ça. Là, on a fait des calculs internes, disons. On a parlé ce matin, on a eu monsieur des îles de Madeleine où on parle de 6 000 tonnes. Là, j'y vais de mémoire. Là, vous me corrigez, monsieur. Je n'ai plus votre nom ici, là, mais on parle de 6 000 tonnes. Si on allait, plus on grossit, est-ce que plus on aurait de chance d'atteindre un niveau de rentabilité intéressant? Oui, parce que surtout si on a des utilisateurs de chaleur. Nous, on voit tout le temps ça avec la vente de chaleur. Dans le cas de Coudjouac, c'était une vente de chaleur. C'est un réseau de chaleur avec de l'eau et du glycol, comme ils ont, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aussi dans le nord du Canada, Nunavut, Iqaluit, Rankin Inlet, différents endroits, eux, ils ont tous des réseaux de chaleur et dans le fond, ils vendent la chaleur de leur centrale thermique électrique, eux autres aussi, donc comme au Groenland. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que je veux dire? Plus il y en a, plus c'est intéressant. Oui. Ben, c'est ça, mais il faut que tu aies des utilisateurs de cette chaleur-là. C'est intéressant si tu peux la vendre. Tu sais, à un moment donné, tu atteins une limite aussi. Si ta chaleur, tu veux la vendre à personne, ça ne fonctionne pas. L'exemple, c'est aussi à Québec, l'incinérateur qu'on a à Québec, il va en vapeur parce que là, le volume est encore... Parce que aussi, c'est ça que je voulais dire, c'est que quand tu as moins de volume, ta chaleur, tu ne peux pas la rendre jusqu'à en vapeur. Donc, c'est de l'eau chaude, dans le fond. Tu fais de l'eau chaude, puis tu vends de l'eau chaude. L'incinérateur de Québec, il a tellement de volume qu'il peut faire de la vapeur, il vend la vapeur et donc ça se transporte de manière différente, la vapeur, et puis il peut fournir des hôpitaux, là. Donc, l'incinérateur de Québec fournit un hôpital et il y en a beaucoup. Donc, plus on en a, mieux c'est, mais encore faut-il l'utiliser, cette chaleur-là. C'est ça que je... Il y a une centrale thermique aussi à Coudjouac. Est-ce que cette centrale-là pourrait être mise à contribution pour, avec l'incinérateur, récupérer la chaleur des deux installations? Actuellement, est-ce que la chaleur de la centrale thermique est récupérée à Coudjouac? Actuellement, ils utilisent une petite partie pour chauffer les bâtiments d'employés qu'ils ont sur le terrain. Donc, ils en utilisent une partie et on est en discussion avec Hydro-Québec pour voir si ça pourrait être possible d'en récupérer plus. Puis, dernier petit point, c'est parce qu'on parlait de l'étude de caractérisation. Est-ce que ça aussi, c'est un document qui pourrait être déposé à la commission? Oui. J'aimerais bien. Je vous remercie beaucoup. Merci. Juste une dernière précision. Je comprends bien que sans récupération de chaleur, l'incinérateur n'est pas intéressant pour vous.
Bien, effectivement, c'est parce que dans le plan économique du Québec, dans lequel on a eu 5 millions de dollars à la Société du Plan-Nord, c'était pour faire un projet où on chauffait une serre à partir des matières résiduelles. Donc, il y avait toute l'idée de récupération de chaleur et d'utilisation de chaleur pour chauffer quelque chose. Là. Donc, dans le cas-ci, c'était chauffer une serre. Là, j'en ai pas parlé parce qu'on a fait déjà un petit projet là, de serre hydroponique à Coudjouac. C'est un conteneur, dans le fond, un conteneur dans lequel, qui est tout bien isolé, dans lequel on fait pousser des plantes, des légumes, qui sont vendus à l'épicerie de Coudjouac. Et donc, l'idée au départ, c'était vraiment de chauffer juste une petite serre. Donc, ça prenait moins de matière. Donc, comme notre argent vient avec cette mentalité-là, ben, pour nous, on trouve ça plus intéressant de faire un incinérateur qui récupère la chaleur puis qui est capable de déplacer un peu de chauffage à l'huile, parce que, vous le savez, ils sont éclairés grâce à l'électricité qui vient du diesel, mais ils sont aussi chauffés là, au mazout, les maisons à Coudjouac. Donc, si on est capable de diminuer un petit peu la quantité de mazout utilisée pour le chauffage grâce à la récupération de chaleur, bien, ça permet de réduire un peu les gaz à effet de serre. Donc, ça permet, dans le fond, un projet plus intéressant. Et le scénario que vous avez examiné prend en compte tout le tonnage de matières résiduelles produit dans une année? Oui. Et est-ce que vous avez imaginé des scénarios où vous pouvez récupérer des matières résiduelles des villages voisins? Non, parce qu'ils sont pas accessibles, là, les villages voisins, sauf l'été. Mais... Très bien. Merci beaucoup, madame. Monsieur Renaud, attendez, monsieur Renaud. Oui, j'aurais une autre question parce que je veux bien comprendre le 5 millions. Là, vous avez 5 millions qui va couvrir des coûts d'investissement, ce que je comprends. Quand vous parlez de rentabilité, est-ce que vous ne considérez pas ce 5 millions-là? Là, c'est comme si c'est tous les coûts au-delà de ce 5 millions-là qui sont considérés dans votre analyse économique. C'est ça que je comprends. En fait, on a fait différents scénarios. On a même fait des scénarios où le reste de l'argent pour l'infrastructure était donné, donc en subvention. On est allé chercher de l'argent au fédéral, mettons chez Technoclimat, par exemple, ou en tout cas, où on peut aller en chercher. Et c'était vraiment le reste là, qu'on essayait de... Donc, on prend pour acquis que ça, c'est de l'argent qui est là sur la table, puis on regardait même juste pour les coûts d'opération. Dans le fond, on essayait juste de voir... on est-tu capable d'être autonome là, avec le projet? On a regardé aussi d'autres scénarios où est-ce que ça peut être intéressant pour d'un côté business, donc affaires? Est-ce que, par exemple, Makivik puis FCNQ, on sait que ce sont les deux qui vendent en ce moment l'huile à chauffage et le diesel. Donc, si eux... avec, mettons, qu'on est capable de faire le projet puis que ça permet de diminuer la quantité de diesel qui est vendue, bon, bien, eux, ils vont avoir un petit peu de perte. Donc, ces organismes-là, est-ce qu'ils pourraient être intéressés d'investir dans l'histoire de l'incinérateur puis la vente de chaleur, surtout la vente de chaleur, pour, dans le fond, récupérer un peu le manque qu'ils vont perdre parce qu'ils vont perdre un peu de vente de diesel. Là, je suis sûre que je vais loin, là, mais en tout cas, c'est toutes les réflexions que nous, qu'on a posées. Fait qu'on essaie différents scénarios pour voir si ça peut être intéressant pour des investisseurs. Ils en mettraient un petit peu d'argent, voir est-ce que... Bon, c'est ça. Donc, différents scénarios. Non, j'essayais de voir parce qu'on pense... Si on pense à la ville de Shefferville avec la communauté Innu puis la communauté Naskapi, ça représente ce que monsieur de la communauté Naskapi nous a dit ce matin, environ 3000 personnes. Là, on parle également de 3000 tonnes. On pense aux îles de la Madeleine, à peu près 6000 tonnes. Maintenant, si on fait une analyse, eux autres, ils partent pas avec 5 millions. Là. On part, il manque 5 millions en partant. C'est-à-dire que si dans votre cas, l'économique est difficile, la
fonctionnement d'un point de vue économique est difficile. J'imagine que dans une communauté où ils ont pas, ils partent pas avec un 5 millions, ça devient encore plus problématique. Est-ce que j'ai bien compris là, ce que vous nous présentez? Oui, vous avez tout à fait raison. Le coût environ d'un incinérateur, c'est 20 millions. Donc, notre 5 millions, il est très petit par rapport à l'ensemble que ça va prendre. Donc, c'est des coûts très, très importants. Et vous avez tout à fait raison, c'est un enjeu majeur. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Madame. Madame Nancy Day. Hi, good afternoon. Yes, good afternoon. If you permit, I would like to pass some comments and messages that arrived this morning from some other communities in Nunavik that unfortunately do not have the opportunity to interact with you. Sure. Great. So from the northern village of Kengeksualjuak, Mr. Stewart would like to mention that a use of the compost in his community would be for a greenhouse they have there and the potential for a second greenhouse. So in their community, they're very interested in having a compost project to use in those greenhouses for their community. Mr. Stewart also mentioned that in the landfill in his community, the issue of open air burning is very much a problem. They have lots of complaints about smoke and pollution when the wind direction is blowing towards the community. And he also mentioned that his landfill in particular has reached its capacity and now there's a need for either expansion or to develop a new landfill. From Mr. Inukbuk, who is a representative from the northern village of Inukjuak, he also mentioned concerns about burning of waste in the northern landfill in his community, and they are very interested in a project for an incinerator. And finally, Mr. Inukbuk also mentioned that in the past they have made requests to the marine shipping companies to assist them with the cost of transporting materials, recyclable and dangerous goods to a treatment center in the south of the province, but have so far not received a response from that request. And he asks if there's a possibility if the Quebec government could subsidize these costs for the transportation of materials from Nunavik to the southern part of the province. Finally, I have a Mr. Uwelt from the northern village of Kwaktak. He sent you an email earlier this morning and then added something a little later. He made a point to say that a storage facility or an eco-center in his community would very much help with sorting, especially parts from vehicles that could be reused. It would make it more efficient and more accessible to community members. And finally, I have a comment from Mr. Barrett from the Katsivik Environmental Advisory Committee. I'll just get my comment here. So he says the presence of residual sites related to former and active mining, archaeological, outfitting, vacation, or military operations in the region have generated large quantities of hazardous waste that are now scattered throughout the Nunavik territory, including hydrocarbons, waste rock piles, electrical equipment, metals, and others. These are oftentimes abandoned and are potentially harmful to the Inuit, the Naskapi, and the Cree people who are frequenting these areas, as well as the environment themselves. Therefore, the KEC wished to know if this material will be considered by the BAP during its evaluation of the overall portrait of final waste in Quebec. Thank you. Thank you. Well, I think we should think about the last question of Mr. Barrett. We'll have to discuss it in the commission, and perhaps I think we should meet him I think next week or something like that
So we will be able to discuss such aspect with him. Thank you. Thank you. Monsieur Renaud. Oh. Yes. It's okay. I can accept a question, but I would also like to permit an opinion of my own as well while I have you. Sure. Go on. I just wanted to come back to a point that Mr. Watt made about hazardous waste in the community of Kuujjuaq. And I know that hazardous waste related to the extended producer responsibility is often collected in some communities in Nunavut and transported to the southern part of the province to be treated. The products under the extended producer responsibility, as you know, are included in the Nunavut region. Unfortunately, I guess this maybe is connected to your question you're asking right now about programs that are successful or not. It's probably not a success for the moment. So only 6 of the 14 northern villages are right now connected to that particular program. And there is a serious lack of human resources available to manage that program, of storage facilities available to store the products that are being collected during collection events or just throughout the year itself. And oftentimes the Kativik regional government is providing support to these communities to help them with collection events, to help them find storage, to help them find human resources and to train the people. When in actual fact, it is not the responsibility of the KRG, it is the responsibility of the producers and the umbrella organizations that are supporting these producers. So there's a bit of a lack of communication or transparency or support between the northern villages, the KRG, and the OGR who are responsible for these products. Thank you. Thank you. Mr. Renaud. Just for that last point, Mrs. Day, you're telling me that the storage of the products that are subjected to the extended responsibility of producers is not included in the cost of what the OGR reimburse, or did I understand? Did I understand well, or? It's not the cost that's the issue. It's the storage itself. They have a difficult time finding a location to store. Because what's happening is that the bins or the containers that are used to collect the materials are being shipped by boat to the communities. So the communities have the proper containment units, but it's the storage for those units that is often a problem, because they cannot or should not be left outside during the winter months. So oftentimes it's a container, a marine container that's being used to store these products, or an old building, or if they're lucky enough to have a building that's available to store these products. So that's the problem, unfortunately. But that problem could be solved by, it's a matter of cost. I mean, if the community has the money to build a storage facility, then the problem would not exist. And that's a good point, that the burden of that cost should be bared by the OGR, and that's what you're saying. Mm-hmm. Exactly. I have a question also that I would like you to relay to the northern villages, unless you have the answer to that. But all these villages have a diesel power plant. If I'm not mistaken, are they recovering the energy, the heat from those facilities to use for greenhouses, to eat greenhouses, or no? Have they thought about that? Have they thought of doing that with? Have they discussed that with Hydro-Québec? I'm not sure. I would have to probably get that answer directly from each of the communities. Because you said that some communities are interested in having greenhouses, using the compost for their greenhouses, but then the next step would be to use the heat
that is lost from the power plants to eat up those greenhouses. If you can come back to me with the answer to that. Certainly. I know that there are 1 or 2 probably communities that have furnaces that burn used oil, and they use that heat to heat municipal garages. But directly from Hydro-Quebec, I know there are no current heat reclamation projects in the north, but if there is a discussion about that, this I don't know. Thank you very much. Thank you, Mrs. Day. Peut-être j'aimerais, si les personnes, les représentants de l'ATUC sont présents, sont toujours présents, j'aimerais qu'ils puissent ou qu'elles puissent intervenir ici pour voir un peu le son de cloche dans leur région. Donc, je vous cède la parole. Oui, bonjour. En fait, on a 2 réalités. On était présents. S'il vous plaît, nommez-vous seulement pour les fins de transcription, s'il vous plaît. Oui, pardon, Justin Proulx. En fait, comme je l'ai mentionné, aujourd'hui, nous, on est gestionnaire de 5 lieux d'enfouissement tranchés et de 4 lieux d'enfouissement en territoire isolé. Ça dessert le territoire forestier qui est principalement là, composé de villégiateurs, de petits hameaux ou d'anciens villages, ainsi que de pourvoiries qu'on retrouve sur l'ensemble du territoire. Et on a également, comme Ville de l'Atuc comme tel, le milieu urbain, si vous voulez, on a un centre de transfert, puis on transborde à la fois nos CRD, nos déchets et nos matières recyclables vers Saint-Étienne-des-Grès. Donc, même si on est dans le sud du Québec, on est quand même dans une situation isolée. Puis, on a toujours la même problématique, volume versus investissement et coût de fonctionnement pour avoir nos propres installations versus, malheureusement, le choix de transporter nos matières vers l'extérieur. Monsieur Proulx, je suis content que vous soyez là parce que vous êtes une communauté qui a des lieux qui a les deux, qui a des lieux d'enfouissement en territoire isolé, puis qui a des lieux d'enfouissement en tranchée. Oui. Et j'aimerais ça vous entendre par rapport aux enjeux de gestion des laitiers en particulier. Quelles sont les exigences, quels sont les suivis que vous faites? Comment vous vous assurez que ces lieux-là ne deviennent pas problématiques d'un point de vue environnemental? Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises, des suivis qui sont faits au niveau de ces installations-là? Oui. Par rapport à un lieu d'enfouissement tranché? Oui. Bien, au niveau des laitiers, une des façons qu'on a trouvées pour régler des problèmes, entre autres, de dispersion des papiers, des différentes matières, que ce soit par le vent ou par les animaux, les oiseaux, tout ça. On utilise ce qu'on appelle un ponceau qui serait utilisé là, pour les infrastructures routières qu'on vient enterrer dans le sable. Puis par-dessus ça, on a mis un couvert avec une petite porte. Fait que ça oblige les gens à venir ouvrir la porte, à mettre vraiment le déchet domestique à l'intérieur du ponceau. Et ça évite que les animaux, tout ça, aient accès aux déchets. Parallèlement à ça, c'est sûr que pour les plus gros détritus, ben, il faut avoir des endroits où on récupère la ferraille, ces choses-là. Puis, ce que ça l'évite également, c'est qu'on avait des gens qui mettent le feu dans ces lieux d'enfouissement-là en territoire isolé. Puis, contrairement, c'est pas la même norme qu'en milieu plus nordique. Là. Nous, on se retrouve avec des plaintes au niveau du ministère de l'Environnement quand il y a des incendies comme ça dans nos sites. Là. Au niveau de la responsabilité de la Ville de l'Atuc par rapport à ces lieux-là, ce sont des installations qui appartiennent à la Ville de l'Atuc ou qui appartiennent à des entrepreneurs privés? Comment ça fonctionne? Non, en fait, c'est toutes des installations qui sont sur les terres du domaine de l'État. Les baux sont émis à Ville de l'Atuc et le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement est émis aussi à Ville de l'Atuc. On en gère une partie en régie, c'est-à-dire que c'est nous qui faisons les inspections, on commande les travaux nécessaires lorsqu'il y a besoin de nouvelles tranchées ou de déplacement des
les ponceaux que je vous parlais tout à l'heure. Et il y a une partie qui s'est donnée à contrat. C'était un entrepreneur selon un calendrier établi par la Ville qui s'assure de faire le ménage, puis l'entretien, le recouvrement, tout ça. Au niveau des lieux d'enfouissement en territoire isolé, par rapport à un lieu d'enfouissement en tranchée, les différences au niveau de la gestion que vous faites, ce serait quoi? Bien, en fait, la différence entre les deux, c'est la population, le bassin de population desservi. Fait que c'est sûr, les laitiers, les volumes sont beaucoup plus moindres. Et c'est pour ça qu'on arrive à les gérer avec les grosses poubelles là, qu'on déplace sur le site, ce qu'on ne peut pas faire avec les lieux d'enfouissement tranchés. L'autre différence, c'est le suivi de la qualité de l'eau souterraine. Ça ne nous est pas exigé pour les lieux d'enfouissement en tranchée. Pour les laitiers, alors que c'est pour les lieux d'enfouissement en tranchée. Les grosses nuances sont là. Puis, est-ce que ça, à votre avis, dans les différents endroits où vous avez des laitiers, est-ce que la contamination des eaux souterraines pourrait être un problème ou quelles mesures sont prises pour justement que ce soit pas un problème, même s'il n'y a pas de suivi? Bien, en fait, c'est là que c'est difficile parce que on n'a pas des gens qui sont là en permanence. On met des affiches, on sensibilise les utilisateurs là, à ne pas disposer des résidus domestiques dangereux dans ces sites-là, que c'est vraiment réservé à la disposition des déchets qu'on pourrait appeler domestiques ou sanitaires. On n'est jamais à l'abri de ce risque-là. Ça fait plus de 25 ans qu'on a des sites sous notre gestion. C'est jamais arrivé là, qu'on a des gros problèmes de contamination. On pense que les gens en forêt ils ont quand même une certaine conscience par rapport à la disposition de ces produits dangereux-là, mais il n'y a rien d'impossible, malheureusement. Au niveau des utilisateurs, c'est des gens qui ont des chalets ou des lieux de villégiature à proximité. Là, c'est pas utilisable. Quelqu'un ne peut pas aller mener ces déchets-là à partir d'un village voisin ou à partir de la Non, c'est pas supposé. C'est ceux qui sont éloignés. On les a implantés sur les principales routes forestières qu'on retrouve sur notre territoire. Et on les a implantés aussi à une 50 à 60 km de la TUC pour que ça soit moins tentant que les gens de la TUC ou des entreprises aillent disposer de leur matière dans ces sites-là. Là. Fait que c'est un peu la façon qu'on se protège d'une telle situation. Puis, dans quelle situation vous choisissez d'implanter un laitier à un endroit donné? Là, actuellement, vous en avez 5. Est-ce que c'est vous qui décidez? Est-ce que c'est des demandes qui vous sont faites? Comment ça fonctionne pour l'implantation d'un laitier là, sur votre territoire? Bien, en fait, c'est beaucoup en fonction de l'occupation du territoire. Les laitiers, comme je le mentionne, ils desservent généralement des hameaux qui sont situés le long du chemin de fer, parce qu'autrefois, le territoire était accessible uniquement par le train. Fait que c'est vraiment des petits hameaux existants qui, aujourd'hui, ont été convertis plus en lieu de villégiature et de base, si vous voulez, pour certaines pourvoiries. Fait que c'est un peu la dispersion puis l'occupation du territoire qui a déterminé les endroits où on implante un tel site. Puis dans le cas des lieux en tranchée, c'est des villages plus importants, c'est essentiellement la différence. Oui, c'est sur des routes généralement plus importantes, des routes forestières plus importantes, puis là où on retrouve des plus grandes concentrations de pourvoiries de villégiateurs. Dans le cas des lieux en tranchée, vous devez faire des suivis. À quelle fréquence ces suivis-là doivent être faits? Bien, on les fait de façon assez fréquente pour faire des visites visuelles. Les interventions sont déterminées dans un calendrier, comme je le mentionnais tantôt. C'est sûr qu'au fil du temps, on sait un peu à quel moment que les utilisateurs sont plus nombreux. On connaît les grands fins de semaine de pêche, les périodes de chasse, les périodes de vacances estivales. Fait qu'on sait que dans ces moments-là, il y a beaucoup plus de gens présents en forêt. Fait que le calendrier est établi là, en fonction de la fréquentation anticipée là, du territoire. Là. Je vous remercie beaucoup, M. Pau. Bienvenue. Merci, monsieur. Peut-être je ferai la même chose avant d'appeler Mme Saint-Onge avec les représentants d'Hydro-Québec, s'ils sont toujours, ils ou elles sont toujours avec nous.
et qui ont des lieux d'enfouissement en tranchée, la Commission souhaiterait connaître un peu les enjeux qui gravitent autour de ces lieux d'enfouissement. Si vous voulez vous présenter, Madame. Bonjour, Stéphanie Noël, conseillère environnement pour Hydro-Québec. Oui, effectivement, notre lieu d'enfouissement en tranchée, je pense que ça va plutôt bien quand j'écoute tous les témoignages que j'entends aujourd'hui. Je vous dirais que le plus gros enjeu qu'on a, c'est l'acceptabilité des sols faiblement contaminés qui nous sert de matériel de recouvrement pour nos matières résiduelles. Donc oui, on fait un suivi au niveau de l'eau souterraine et ça peut arriver que justement on a des excès sur certaines normes. À ce moment-là, il faut arrêter justement d'accepter ce type de sol faiblement contaminé, puis il faut aller le porter ailleurs. Donc ça fait un plus grand transport. Récemment à cette île, il y a un centre de décontamination qui a ouvert, ça nous donne une chance. Mais avant, il fallait aller lui porter à Saint-Ambroise, qui était le plus proche de notre chantier de construction. Et lorsque vous avez utilisé le sol faiblement contaminé, même vous avez constaté une contamination, j'imagine une contamination des eaux souterraines. Oui. Lorsque vous arrêtez d'utiliser du sol faiblement contaminé, mais la contamination continue, qu'est-ce que vous faites pour la contrôler? En fait, il y a pas grand-chose on fait pas grand-chose. On arrête tout simplement, puis le retour à la normale vient. Depuis, je vous dirais, ça fait 3 ans maintenant qu'on n'utilise plus le sol contaminé pour le recouvrement de nos déchets. Là, présentement, l'eau souterraine va très bien, mais il n'y a pas eu de pompage ou de traitement in situ, là. Est-ce que lorsque la situation revient à la normale, est-ce que vous pourriez recommencer à utiliser des sols faiblement contaminés? Est-ce que vous avez l'intention de le faire? Légalement, on aurait le droit, tout à fait. Oui, je sais que légalement, vous avez le droit, là. Si on a l'intention, non. Non, on n'a pas l'intention de le refaire. On a opté en fait avec la réglementation qui a changé au niveau des carrières et sablières pour le réaménagement avec des sols faiblement contaminés où à ce moment-là, on peut gérer un peu mieux nos eaux de lexivia et on peut réhabiliter des carrières comme ça avec les sols et de la phytorestauration. Et vous êtes responsable de combien de lieux d'enfouissement en tranchée? Un seul. Et vous êtes responsable depuis combien d'années? Ça fait 7 ans le lieu d'enfouissement a ouvert en 2009, donc depuis 2014 que je suis responsable. D'accord. Monsieur Renaud? Je voulais savoir le type de matériel que vous recevez, les déchets que vous recevez proviennent du chantier de la Romaine, c'est ce que je comprends. C'est pas des déchets de construction, là. C'est quoi les déchets qui s'en vont dans votre lieu d'enfouissement? C'est surtout des déchets domestiques. Pour ce qui est du bois de construction, on le valorise d'une autre façon. Tous nos déchets alimentaires, nos matières organiques, on fait du compostage. Donc, ça va être en fait un peu tout le reste. Vous avez une plateforme de compostage sur le même lieu que le lieu en tranchée? Non. Le compostage est au niveau du campement où on héberge les travailleurs. Juste, ce site-là, vous dites que vous utilisez des matériaux de recouvrement dans les lieux d'enfouissement tranché. C'est une exigence de faire du recouvrement. Est-ce que l'exigence est similaire à ce qu'on trouve dans les LET? Ça, je ne pourrais pas répondre. En fait, notre recouvrement, nous, c'est au courant de l'été, à tous les jours d'opération, qu'on doit le faire. Je vous remercie. Merci, Madame. Madame Véronique Saint-Onge. Oui, bonjour. Je voulais apporter un complément d'information par rapport à votre question tout à l'heure sur comment le ministère de l'Environnement
appui collabore, en tout cas pour le choix d'un site pour un LEMN. Je voulais vous partager la réponse de Chantal Lalonde là, de l'ARC, de l'administration générale Kativik, qui a des difficultés à se joindre avec Team. Donc, je voulais vous mentionner que, bon, c'est pas le ministère qui choisit le site. Il y a des normes à respecter du côté de l'environnement, mais aussi une longue série de critères pour l'infrastructure elle-même. Donc, c'est vraiment, dans le cas du Nunavik, c'est vraiment à l'ARC de faire toute cette série d'études-là sur plusieurs sites potentiels et de retenir le meilleur. L'ARC essaie de plus possible en tout cas, on n'est pas favorable à ouvrir nécessairement de tout le temps des nouveaux sites parce que vous comprenez qu'il y a une empreinte environnementale importante à créer un nouveau site. Mon commentaire à moi, ce serait que, étant donné que la plupart des LEMN au Nunavik sont pratiquement pleins, la première raison, c'est le passif métallique qui est accumulé là. Donc, ça me semble très clair que la solution prometteuse, c'est de mettre en place un système pour récupérer le métal afin que ces sites-là puissent perdurer dans le temps et qu'on n'ait pas à en ouvrir d'autres et donc nécessairement à contaminer des nouveaux sites. Ça me semble évident que c'est la solution prometteuse, mais comme je l'ai déjà mentionné ce matin, les enjeux qui sont rencontrés, encore une fois, c'est les coûts d'un tel projet. Avez-vous estimé les quantités ou les volumes de résidus métalliques? J'ai réalisé une étude de faisabilité sur un projet de récupération du métal en 2019 dans lequel j'ai sommairement caractérisé les quantités de métal accumulées là, en tout cas dans 4 LEMN visités. Vite comme ça, il faudrait que je fouille, mais effectivement, il y a quand même un bon volume là, à aller chercher, là, même dans les plus petits villages, parce que c'est des matières qui sont accumulées depuis les années 50, depuis que le métal est monté dans le fond, dans le nord. Fait qu'il y a quand même des volumes importants. Tout ce métal-là n'est pas nécessairement valorisable parce qu'il y en a qui ont rouillé, il y en a qui ont passé au feu parce qu'ils sont souvent la section pour l'entreposage est à même il y a une partie pour le brûlage, une partie pour l'entreposage. Ils sont connexes. Des fois, le feu se rend dans le métal, donc le métal est brûlé et n'est plus récupérable par la suite. Il y a une bonne quantité, mais ce qui est vraiment récupérable, c'est difficile de l'estimer, de le caractériser. Et quelles sont les options que vous souhaitez? Écoutez, moi, selon l'étude que j'ai faite, selon ce que je pense qui est le plus facilement réalisable, c'est de décontaminer sur place le métal. Il y a d'autres endroits chez Nunavut où ils pressent pas nécessairement avant de décontaminer, donc le métal se retrouve contaminé par les huiles et les fluides, tout ça, puis il y a une perte de valeur importante en plus de contaminer le bateau. Donc, je pense que c'est important de décontaminer en premier lieu sur place tous les véhicules, toute la machinerie, tout ce qui contient des matières dangereuses. Ensuite, de le presser en ballot et de mettre le ballot sur des bateaux sans l'utilisation d'un conteneur pour optimiser l'espace et limiter les coûts et de transporter ça chez un recycleur là, au sud. Avez-vous fait un plan juste pour un seul LEMN, juste pour voir qu'est-ce que ça donnerait? C'est un processus qui est quand même assez long. Oui, dans l'étude, on a fait l'exercice de regarder qu'est-ce que ça pourrait ressembler. On pourrait faire probablement un village là, par été. Donc, avec tout l'équipement dont je vous parle, là, un équipement pour permettre la décontamination des véhicules, une presse à métal pour presser le métal en ballot, séparer aussi les matières, faire l'exercice de séparer les matières pour essayer d'avoir la meilleure qualité de métal pour la revente aussi. Fait que c'est un processus qui est quand même assez long en amont du transport par bateau et l'envoi chez un recycleur. À votre connaissance, est-ce qu'il y a des endroits en milieu nordique qui ont déjà fait cette démarche? Oui, comme je vous dis, au Nunavut, ça se fait. Je suis pas sûre si c'est Raglan ou Nunavik Nickel. Raglan a parlé tantôt, fait que peut-être Monsieur Dufault pourrait le préciser là, si c'est vous qui avez fait l'exercice, mais une de ces deux minières-là a fait l'exercice aussi de presser le métal. Fait que ça se fait, oui, ça s'est déjà fait. C'est possible de le faire, mais évidemment, il y a des coûts importants reliés à ça. Monsieur Renaud.
Le métal dont vous parlez, Mme Saint-Onge, là, il est accumulé à proximité du lieu d'enfouissement en milieu nordique. On ne parle pas de métal qui a été jeté dans le... on va dire jeté dans le feu, là, mais jeté dans le lieu d'enfouissement en milieu nordique qui se retrouve au fil des ans, parce que j'imagine qu'il y a toujours un petit peu de métal qui se retrouve là, qui se retrouve dans le site lui-même. Là, vous nous parlez vraiment de métal qui a été isolé, là, qui est accumulé dans des endroits de stockage séparés. C'est ça que je comprends. Oui, tout à fait. Si on parle des cannes de conserve, tout ça qui se retrouve dans les déchets domestiques, ça, pour le moment, il n'y a rien à faire avec ça parce qu'il n'y a pas de tri à la source qui est fait. C'est brûlé, ça se retrouve dans les mâchères, on va dire, dans les cendres. Et c'est bulldozé une fois de temps en temps et tapé là. Moi, ce que je parle, c'est vraiment des gros morceaux, là. Les véhicules hors d'usage, les skidoo, les 4 roues, tous les appareils électroménagers, les réservoirs à eau chaude, tous les résidus de construction métallique, il y en a quand même beaucoup. Des morceaux de poutre, des résidus là, qui viennent de la construction ou qui viennent de la déconstruction, là, de la part aussi des ICI. Et puis des réservoirs, beaucoup de réservoirs à huile. Bref, il y en a quand même une bonne liste. Est-ce qu'une opération comme ça, selon les quantités qui sont produites à chaque année, est-ce qu'il serait nécessaire de faire une opération comme ça à tous les étés dans tous les villages, ou si on pourrait dire on va faire une opération de récupération de métal, par exemple, à tous les 5 ans ou à tous les 3 ans, ou s'il faut vraiment le sortir au fur et à mesure. Là, il y en a beaucoup d'accumulés, je le comprends, mais une fois qu'on a fait l'opération, est-ce qu'il est nécessaire de refaire l'opération année après année, ou on pourrait encore en accumuler? Bien, en fait, je vous ai glissé un mot tantôt sur le projet d'éco-centre à Coudjouac, où l'objectif est de favoriser le tri de ces résidus une fois qu'ils arrivent. Dans le meilleur des mondes, où il y aura un éco-centre, évidemment, adapté là, à la réalité de chacun des villages et où le tri pourrait bien se faire à la source, c'est-à-dire que la personne qui arrive avec son réservoir à eau chaude ou son électroménager ou l'Office municipal d'habitation arrive avec son réservoir d'huile, bien, il est placé, il est bien ségrégé, il y a un bon entreposage, puis il y a un minimum de compression qui peut être fait pour limiter le volume. Moi, je pense qu'on pourrait permettre un roulement, disons, je parlais d'1 an pour réaliser ce projet-là dans un village ou maximum 2 villages par été, bien, on pourrait à ce moment-là avoir un système de récupération qui passerait aux 10 à 15 ans à chaque village pour aller récupérer ce qui s'est accumulé pendant ces 10-15 années-là. Je pense qu'à partir du moment où le ménage serait fait sur le passif, là, qui est tout mélangé puis qui n'a pas été décontaminé, puis qu'on entreprendrait un mode de gestion avec plus de ségrégation, mais ça encore, ça demande des sous, ça demande de l'investissement pour mettre tout ça en place. On pourrait après ça penser à un système là, où c'est pas à chaque année, non, ça ne serait pas nécessaire, mais mettons à chaque 14 ans, dans l'idéal. Je vous remercie beaucoup. Merci, Mme Saint-Onge. Monsieur Nicolas Cusic. Oui, bonjour. Oui, alors je voulais apporter un complément d'information. Mme Saint-Onge parlait je pense que c'est notre minière qui avait parlé avec Mme Saint-Onge par rapport à la gestion du fer. Et puis, donc depuis le début de nos opérations, le fer était gardé sur place au LEMN, donc depuis à peu près 2010. Ça montait à une quantité quand même importante, mais en même temps aussi, c'était bien géré, c'est-à-dire que le tri à la source était bien fait. Les véhicules hors d'usage étaient drainés de leur fluide. Les conserves étaient nettoyées, c'est-à-dire qu'elle n'allait pas chercher on n'attirait pas la faune avec ça. Ça a permis une récupération adéquate. En même temps, bon, il y avait des gros morceaux. Une minière, on a différentes pièces de métal assez grosses. Ça s'est fait par découpage et puis ensuite transport dans des conteneurs. Énormément de conteneurs, et puis ça s'est fait sur une période de 2 ans dans notre cas après 10 ans d'opération. Ce qu'on envisage, c'est probablement le refaire dans quelques années,
On n'attendrait pas 10 ans dans notre cas. Je suis sûr que je ne voudrais pas nous comparer non plus à une municipalité. Nos réalités sont un peu différentes, mais on dirait peut-être d'ici quelques années, on verra. Parce que c'est beaucoup de travail, c'est certain, faire venir un recycleur qui doit évaluer le site, qui doit faire venir ses équipements, parce que malgré qu'on soit une minière avec des équipements lourds, on n'a pas ces équipements spécialisés nécessairement avec nous. Nos gens sont pas non plus habilités à faire ces genres d'opérations-là à temps plein. C'était une opération à temps plein pendant la période estivale, donc ça a été une grosse opération. Et puis, on est très content du résultat, et puis on espère pouvoir le refaire éventuellement. Merci. Dites-moi, est-ce qu'il y a beaucoup de recycleurs? Écoutez, j'ai pas fait partie de l'appel d'offres à ce sujet-là. Je pourrais pas répondre. Je sais pas si... Oui, allez-y, pardon. Ouais, je ne sais pas si c'est la place pour mentionner qui est le recycleur. C'est la première fois que je fais partie d'un workshop comme ça. Là. Non, en fait, c'est pas que je voulais avoir le nom. Je voulais savoir s'il y avait eu, si vous aviez le choix ou il n'y a pas de choix. Donc, dans ce sens-là, le recycleur, si vous n'avez pas le choix, le recycleur peut préciser le coût qu'il veut et que finalement vous êtes lié par ça. Là. C'est un petit peu cette perspective-là que je voulais avoir. Mm-hmm. Effectivement, une des raisons pour lesquelles on a attendu quand même plusieurs années, c'est que le prix du fer avait beaucoup baissé. Bon, 2013, 2014, 2015, ça aurait été très coûteux s'en débarrasser. Au contraire, plutôt que récupérer de l'argent pour... donc là, présentement, au moins, j'ai l'impression que c'était quasiment... ça s'est fait sans bénéfice, mais sans coût non plus. Mais c'est dépendant du prix des métaux de recyclage. Et puis bon, faut faire venir les gens. Faut pas espérer faire de l'argent avec ça, mais en même temps, il faut que le métal soit en bon état, comme mentionnait, je me souviens plus, Madame avant moi, Saint-Onge. Madame Saint-Onge. Oui, c'est ça. Si c'est le moindrement contaminé, ça n'a plus de valeur. Au contraire, ça a des coûts, là. Donc, dans votre cas, au fond, ça ne vous a rien coûté, mais ça ne vous a rien rapporté non plus. Ce que ça a rapporté, c'est que c'est plus une nuisance, donc ça a quand même un certain bénéfice. Et puis, les gens sont contents aussi. J'ose espérer aussi pour nos partenaires, nos voisins, c'est mieux aussi. Puis ça fait partie aussi de la restauration progressive qu'on s'est engagé de faire. J'aurais aimé partager aussi, par exemple, à moins que vous ayez d'autres questions sur le fer, j'avais une expérience sur les incinérateurs dans une minière au Nunavut. Et puis, vu qu'il y a eu plusieurs conversations à ce sujet-là, si vous me permettez, je pourrais partager un peu mon opinion là-dessus. Allez-y. Donc, pour la nommer, chez Baffinland, donc au Nunavut, donc encore plus au nord qu'au Nunavik, mais avec les mêmes réalités, c'est-à-dire des grands froids l'hiver, des grands vents aussi. La gestion d'un incinérateur, c'est pas uniquement avoir un équipement, et puis il y a les coûts opérationnels, il y a les coûts de maintenance, mais les besoins, ça requiert un bâtiment. Et puis, comme ça a été très justement mentionné, je pense que c'était par Madame Blais, ça exige beaucoup plus d'attention qu'un LEMN. Et puis, ce que j'ai remarqué, c'est que si on ne faisait pas attention à la manière, là c'était un incinérateur en batch, donc pas en continu. Et puis, ces incinérateurs, donc, pour aller sur le côté environnemental de la chose, des incinérateurs à controlled air permettent de respecter les normes d'émission de la commission de la CCME, donc pour les dioxydes et les furanes. Et puis, mais toutefois, il faut que les déchets qui y sont mis respectent un package de déchets
qui est en gros les déchets domestiques courants. Donc, une espèce de 30% de papier, 30% d'humide, 30% de plastique. Si on déroge à ça, on se retrouve ou bien avec comment on dit donc moi j'ai perdu le terme sur au niveau calorifique, mais au niveau de l'énergie qui est produite à l'intérieur de la chambre, ou bien ça ne brûle pas assez vite, ou bien ça brûle trop vite et ça endommage l'incinérateur et ça a des coûts. Donc, c'est assez compliqué à gérer. Et puis, même dans le cas d'une minière où on a un personnel qui est là quasiment à temps plein, pas pour l'incinérateur, mais pour ces types de choses-là, je me demande si, dans le cadre des villages qui sont, de 500 habitants autour de ça, si, pour la maintenance, c'est là où je verrais, par exemple, où le ministère pourrait apporter une forme de support. Le ministère ou autre, un regroupement de villages ou via l'ARK, ou au niveau de la maintenance, ça pourrait être fait par une personne qui se déplace entre les villages. C'est pas que c'est une suggestion, mais je voyais que ça comme une option plus réaliste qu'avoir X nombre de personnel très spécialisé sur ces équipements-là. Mais ça requiert des bâtiments parce qu'opérer ces incinérateurs-là à l'extérieur, toutes les choses vont se retrouver au vent, puis ça ne va pas aider la situation sur le territoire. Là. Monsieur Renaud. Ce que je comprends des incinérateurs en batch, c'est que faut que le pouvoir calorifique de la matière qu'on met dedans, c'est comme une recette. Là. On peut pas mettre n'importe quoi. Faut qu'il y ait un pourcentage. S'il y a juste du plastique, on va briser l'incinérateur, ça va trop chauffer. Puis si on met trop d'humide, ben ça chauffera pas assez, on va avoir des émissions, des imbrûlés. C'est ce que je comprends. Il faut contrôler la recette. Ça devient une complexité supplémentaire. C'est ça qui est. C'est ça. Puis ça, on parle d'un incinérateur en batch. Là. Vous semblez suggérer que l'incinérateur en batch serait plus adapté que l'incinérateur en continu. Pour quelle raison? J'ai l'impression qu'un incinérateur en batch fonctionnerait mieux qu'un incinérateur en continu pour des populations autour de 500. Je ne pourrais pas parler pour la situation de Kuujjuaq, c'est-à-dire que la situation au camp minier à Baffinland c'était une population autour de ça, même en bas de ça, donc ça se rapproche d'un plus petit village. Dans ces cas-là, il y avait une incinération par jour, et puis chaque opération durait 24 heures, c'est-à-dire à partir du moment où on récupère, où on remplit l'incinérateur adéquatement. Donc, en plus, il faut y aller en sandwich, je dirais, avec des matériaux secs, des matériaux humides, des matériaux secs, etc. Il faut que ça monte à X température, que ça brûle. Et puis ensuite de ça, il faut que ça refroidisse. Si on ouvre la porte trop tôt, ça risque de briser l'intérieur de l'incinérateur aussi. Donc, ça a l'air d'une grosse machine, mais en même temps, c'est très fragile. Ça peut porter à confusion. Mais effectivement, donc on peut pas juste mettre du plastique, il faut mettre de tout. Donc, après ça, si on a des engagements de recyclage, c'est là où ça peut être un peu embêtant parce qu'il faut brûler le papier ou le carton et du plastique et finalement les déchets de table. Donc là, aussi au niveau du compostage, on pourrait pas décider de composter puis après ça uniquement brûler le plastique et le carton parce qu'on se retrouve avec un pouvoir calorifique supérieur à ce que l'incinérateur est designé. Je vous remercie beaucoup. Merci, monsieur. Monsieur Guy Dufour. Oui, je voulais juste vous partager que nous aussi, à Mine Raglan, on a fait une campagne de recyclage de métal renvoyé dans le sud, de métal qui avait été accumulé sur quelques années. Et de mon point de vue, c'est probablement une bonne approche de pas nécessairement avoir une opération annuelle, pas une opération à chaque année, mais sur un cycle quelconque en fonction de la production. Là. Peut-être
à tous les 5 ans ou quelque chose de même. C'est applicable pour nous aussi. Puis je voulais aussi vous partager que souvent, l'approvisionnement en certaines pièces peut être un défi dans le Nord, puis ça amène une certaine réticence à vouloir se débarrasser de certains, soit des véhicules automobiles ou des skidoo ou d'autres pièces de métal. Il y a quand même une réutilisation importante qui est faite. Donc, ça peut être un frein à vouloir recycler en se disant que ça peut être du matériel qui, à un certain moment donné, on pourrait vouloir le réutiliser. Donc, moi, je le vois des fois comme un frein à vouloir retourner du métal dans le Sud, parce qu'il peut y avoir des cas où on pourrait le réutiliser. Là. Merci. Est-ce que vous avez déjà regretté votre décision de vous en être débarrassé du métal que vous aviez empilé? J'ai pas d'exemple. Ben, ça fait quand même quelques années qu'on n'a pas fait de grosses campagnes de recyclage de métal, donc on en accumule quand même beaucoup. Puis oui, on a eu des cas récents où l'accumulation de métal nous a permis, disons, d'aller de l'avant avec un projet parce que le matériel qu'on avait commandé n'était pas rentré. On a été obligé de faire de la réutilisation. Donc, on a des cas récents où on a dû se tourner vers ce matériel-là. Et je vous pose la même question que j'ai posée tout à l'heure. Est-ce qu'il y a plusieurs recycleurs ou vous avez eu juste un seul recycleur qui s'est montré intéressé? Je suis peut-être pas assez familier avec le dossier et l'appel d'offres qui avait été fait à ce moment-là. Ma compréhension, c'est que les gens qui vont venir sur le site, disons, sont pas nécessairement ceux qui vont prendre le matériel. Là. Donc, une compagnie qui va se spécialiser en déconstruction puis l'envoyer dans le Sud, ma compréhension, c'est pas nécessairement la même compagnie qui va recycler en tant que tel le métal. Nous, on fait affaire avec AIM. Quand on renvoie une certaine quantité de métal dans le Sud, ça s'en va chez AIM, mais si je me rappelle bien, la compagnie qui nous avait fait une soumission n'était pas celle-là, là, c'était un autre, c'était plus quelqu'un qui était spécialisé dans le ramassage de métal, pas nécessairement le recyclage. Là. Merci beaucoup, monsieur. J'appelle maintenant monsieur Billy Shekanapish, excusez-moi. Monsieur Shekanapish, si vous voulez. Okay. Yes, I just wanted to the question in regards to the projects ongoing in my community. You know what's happened, but what we don't hear you very good. Okay, great. Thank you. Go on. Don't hear you. Hello? Hello? Okay. Okay. It's my phone. Hold a minute. Okay, can you hear me? Yes, sure. Okay, excuse me. I just wanted to answer your question regarding the projects that are ongoing. We do have an eco center that is shared by the 3 communities, but is managed by the town of Schererville. So
We do have composting for our community, and one for the Innu of Matchmakers like John and Sherrill, that they share the composting together. For our community, the local garage, which fix our machinery and trucks, they do produce a lot of used oil, hydraulic oil, engine oil, heavy machinery oil, and we installed a new furnace to burn oil. So in their garage, so it's going really well with that. They burn the oil they produce, like the maintenance they do on machineries and trucks, nation trucks. Like our nation has like about 44 trucks that are owned by our nation, and so they do maintenance on these trucks, including the machinery. So they produce a lot of used oil. So they burn it using a used furnace we installed in their garage. So it's going really well with that. So usually in the past, we used to send the used oil in the south, find a contractor to burn the oil. So now that oil that is produced now, it heats the building. It's a big garage. They use the building to heat as a heat source. So that is very good. Well, the people, the mechanics and the manager of the garage are happy that so it's producing heat for the garage, which is very good. A brand new furnace that burns oil, used oil. So that's one project. We received a new garbage truck from funding we received. The Innu have their own truck, roll-off containers, scrap for construction material. That is very good, which is we received funding from the government, from other sources in the province. So but there's more projects that are we need, like the incinerator here. I think we need that, but there should be studies done if this is okay using an incinerator for our region. So we produce a lot of waste, construction waste. With the Eco Center there, has been operating like 3-4 years now, and scrap metal. The recycling we do, like paints, used paints, batteries, electronics. We send it in the south. The lights, we send it in the south for recycling, and so this is very good. So the tires too. Like I mentioned before, the heavy machinery tires. So we send it in the south. So more projects are planned, and I'm happy to say that we're working together in our region for better waste management. Let me ask you, what are the major problems that you have to deal with? Transportation costs, which is very high. Like we have to transport everything by train to the south. Like I told you, the scrapyard is full. So we're going to work to send that out in the south. So we need more equipment to send everything down. So the scrap metal is full. Any other problem? Probably there's more going to arise, and more will be mentioned. I'm sure we will approach you people for that. We have to discuss that in our regular meetings we have, and sure. Yeah. Okay. So thank you very much, sir. No problem.
Écoutez, je discutais avec mon collègue, M. Renaud, pour m'assurer que je prenais la bonne décision. Effectivement, nous avions quelques autres questions, mais en fait, la discussion a été tellement large avec les questions précédentes que nous avons également répondu aux questions restantes. Je voudrais donc vous remercier pour votre collaboration, pour votre participation. Ça a été un atelier extrêmement riche en informations. Nous vous en remercions. Nous vous souhaitons donc une bonne fin de journée. Et quant à nous, nous poursuivrons nos ateliers mardi la semaine prochaine. Si vous êtes intéressés, nous commencerons à 9 h. Alors, bonne fin de journée, bonne fin de semaine et merci encore.